Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'Esprit des lois avec sur ce plateau une avocate du barreau de Bordeaux, maître Michèle Bauer. Bonjour. Bonjour. Voilà, vous êtes une avocate notamment spécialisée dans le droit du travail et justement du droit du travail, on va en parler dans cette émission. Dans cette émission, on va d'abord vous présenter un sujet très estival, mais aussi juridique, c'est celui des locations saisonnières. On verra qu'il vaut mieux avoir quelques notions de droit, peut-être, avant de louer sa villégiature. Et puis avec vous, maître Bauer, nous allons évoquer un sujet un petit peu lié à ça, c'est celui du contrat saisonnier, qui concerne évidemment beaucoup de travaux d'été, on le verra ensemble. Après cet entretien, nous verrons un reportage sur les dernières évolutions qui concernent la sécurité routière et la route. Vous prenez aussi beaucoup pendant les vacances d'été, avec de nouveaux radars et de nouvelles règles. C'est à découvrir tout à l'heure. Et puis pour finir, on va parler de la colère des avocats sur le financement de l'aide juridictionnelle, une colère qui est loin d'être apaisée. Mais d'abord, un premier reportage. C'est l'été. Privilège de partir en vacances, revénard, hein, si certains optent pour l'hôtel et l'hébergement en famille ou chez des amis, vous êtes aussi nombreux à avoir recours à la location saisonnière. Alors avant de prendre les clés de ce qui sera votre nouvelle résidence pendant quelques jours, voire quelques semaines, eh bien, il vaut mieux connaître quelques principes de base, des principes qui sont utiles aux locataires comme aux propriétaires. Sandrine Mancipose. La location saisonnière s'adresse à des personnes désireuses de louer un local, que ce soit un local meublé touristique à usage d'habitation ou bien un local professionnel. Elle connaît vraiment un réel succès, tant auprès des propriétaires que des bailleurs, par l'attrait de sa courte durée. On loue à la semaine, à la quinzaine, au mois, ou comme son nom l'indique, à la saison. L'idée selon laquelle on ne pourrait louer qu'une saison entière, c'est-à-dire pas plus de 90 jours, est une idée complètement fausse. La Cour de cassation juge que la location saisonnière peut durer plus d'une saison, jusqu'à 2-3 saisons, à condition que le local se trouve dans un site touristique hivernal ou estival. L'avantage de la location saisonnière, c'est qu'il n'y a pas de cadre juridique imposé. Les parties sont donc totalement libres de contracter aux conditions financières qu'elles désirent. Avantage pour le bailleur, le prix du loyer est totalement libre. Et d'ailleurs, la location saisonnière est une véritable rente, une véritable manne pour les propriétaires. Le prix qu'on va louer à la semaine est plus important que le prix qu'on louera au mois. Le dépôt de garantie n'est pas encadré juridiquement, il n'y a pas de montant concernant le dépôt de garantie. Il n'est pas rare qu'un propriétaire demande un dépôt de garantie plus important même que le prix de la location. Pour autant, si la loi n'encadre pas juridiquement la location saisonnière, comme elle le fait pour des baux d'habitation classiques ou des baux commerciaux, elle fixe quand même des obligations. Obligation pour le propriétaire est de délivrer un logement décent, entretenu et qui répond aux normes. Autre obligation que les propriétaires oublient, obligation d'assurance. Il faut absolument que le local en location saisonnière soit assuré, d'autant plus que le locataire saisonnier ne va pas s'assurer pour ce local. Obligation pour le locataire, c'est de jouir paisiblement des lieux loués, de ne pas faire la fête tous les soirs et gêner les voisins, et obligation de quitter les lieux à la fin du contrat. Les contentieux en matière de location saisonnière restent rares, mais ils existent aussi. Mieux vaut tout mettre en œuvre pour les éviter. Pour éviter le contentieux, un conseil aux parties, un conseil à chacun. Le premier conseil, qui est un conseil commun, il faut absolument un contrat écrit. Il faut absolument que les relations entre le locataire saisonnier et le bailleur soient régies par un contrat qui précise les obligations de chacun, mais surtout le délai de restitution du dépôt de garantie, le délai de restitution des lieux, bien évidemment c'est la fin du contrat, mais surtout les sanctions si les lieux ne sont pas restitués à la fin du contrat, une sanction, ce qu'on appelle une clause pénale, c'est-à-dire une sanction pécuniaire. Également, un conseil aux parties, un état des lieux d'entrée et de sortie extrêmement précis afin d'éviter justement le recours aux juridictions judiciaires pour arbitrer le défaut de restitution du dépôt de garantie.
Si vous êtes propriétaire, soyez vigilant et réactif si le locataire ne restitue pas les lieux. Il faut savoir qu'en matière d'habitation de loyer touristique, si le locataire reste dans les lieux, il bénéficiera de la trêve hivernale et ne pourra donc pas être expulsé au 1er novembre. Même risque concernant le bail commercial assujetti à la location saisonnière. Si le locataire ne quitte pas les lieux en fin de location et que le bailleur reste inactif, ce dernier prend le risque que le contrat soit requalifié en bail commercial et que le locataire occupe le local pendant 9 ans. Voilà pour les locations saisonnières. On reste dans les sujets de l'été, puisqu'après les locations saisonnières, on va parler du travail saisonnier. C'est tout de suite notre entretien avec Maître Michel Bauer. On estime le nombre d'employés saisonniers chaque année de 400 000 à 500 000 personnes qui sont des travailleurs saisonniers, et à peu près dans l'agriculture 180 000 personnes. Ça fait donc beaucoup de travailleurs saisonniers, beaucoup de contrats saisonniers. Et on va d'abord savoir de quoi on parle. Qu'est-ce qu'un travail saisonnier par rapport à un emploi, on va dire, classique, ordinaire, Maître Bauer? Alors c'est un contrat à durée déterminée. C'est-à-dire que ce n'est pas un contrat à durée indéterminée, donc. Et avec cette particularité qu'il est un contrat saisonnier, à savoir qu'il y a ce caractère saisonnier et qu'il y a des tâches répétitives qui vont être demandées aux salariés et qui correspondent à une saison particulière. Ça va être par exemple la vendeuse de maillots de bain dans une station balnéaire où le magasin n'est ouvert que pendant la saison estivale. Ça va être également le vendeur de glace ou de crêpes sur le bassin d'Arcachon. Alors attention, il ne suffit pas d'avoir une pizzeria tout proche de la plage de Pereire pour pouvoir revendiquer être employeur d'un travailleur salarié. Tous les commerces des stations balnéaires n'emploient pas des travailleurs saisonniers nécessairement. Non, tout à fait. Il faut vraiment que ce soit des tâches répétitives qui se déroulent sur une partie de l'année. C'est par exemple aussi le moniteur de planche à voile qui va être travailleur saisonnier, puisque la planche à voile, on en fait généralement qu'en été. Et ce n'est pas non plus juste le surcroît d'activité d'une entreprise. Tout à fait. Le surcroît d'activité d'une entreprise, c'est autre chose. Ce sont des périodes donc bien déterminées et qui correspondent à une saison. D'accord, alors on va voir un petit peu ce contrat, puisque c'est un contrat de saisonnier, qui est donc un CDD, vous l'avez dit, un contrat à durée déterminée, ce n'est pas un CDI. Peut-être le distinguer par défaut par rapport aux autres. Par exemple, il y a un certain nombre d'autres CDD, notamment le CDD d'usage, qui est par exemple réservé aux intermittents. Quelle est la différence? Alors la différence, c'est tout simplement que ce contrat à durée déterminée d'usage peut être conclu même hors saison. Il y a un décret qui a été publié et qui est dans le Code du travail. Et ce décret prévoit que dans la restauration notamment, dans l'hôtellerie, dans les spectacles, dans l'information aussi, il y a la possibilité de conclure ces contrats d'usage. Et donc c'est pour une activité bien particulière qu'on conclut ces contrats d'usage. Et ce sont pour des activités qui sont particulière et donc limitée à cette liste que je vous ai donnée tout à l'heure, mais elle n'est pas exhaustive parce que je n'ai pas tout donné, il y en a d'autres. Et surtout, par exemple, dans le spectacle, vous avez l'acteur qui va être sous contrat d'usage, mais l'ouvreuse du théâtre, elle va avoir un contrat à durée indéterminée, parce qu'elle ne fait pas une activité qui a un caractère temporaire. D'accord, donc on distingue bien CDD d'usage du CDD, du contrat saisonnier qui est encore autre chose. Alors dans ce contrat saisonnier, il doit y avoir un certain nombre d'informations, il doit contenir un certain nombre d'informations, lesquelles? Alors lesquelles, dans ce contrat saisonnier, il doit être indiqué que c'est un contrat saisonnier à durée déterminée. Une durée minimum doit être précisée, vous n'avez pas besoin de mettre la fin du contrat à durée déterminée saisonnier, mais ça doit correspondre évidemment, la fin doit correspondre à la fin de la saison. On n'a pas besoin de mettre une date. Voilà, une date, on n'a pas besoin. D'accord. Pourquoi? Parce que si jamais l'employeur veut prolonger, par exemple. Voilà, si l'employeur veut prolonger, que la saison est très bonne sur le bassin d'Arcachon, qu'il fait très beau, et que la première semaine de septembre, il a envie d'avoir son vendeur de glace et de laisser ouvert son magasin de glace, on n'a pas besoin de mettre la date finale, mais il faut quand même que ça se termine à la fin de la saison et que la durée prévisible soit mentionnée. D'accord. Et la période d'essai, les heures de travail? Alors, période d'essai, obligatoirement, et ça je le conseille vivement aux employeurs, puisque si aucune période d'essai n'est mentionnée,
ça veut dire qu'elle n'existe pas, oui. et qu'on ne peut pas mettre un terme sans motif au contrat à durée déterminée. Et notamment, j'ai eu le cas où je suis intervenue pour 2 salariés qui justement étaient vendeurs de glace, et l'employeur au bout de 2 jours leur a dit écoutez, vous ne faites pas l'affaire, vous n'êtes pas assez rapide. Et puis finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Il leur a dit de partir, elle n'a pas mis fin dans la légalité au contrat à durée déterminée. Il n'avait pas mis de période d'essai? Voilà, et il n'avait pas mentionné la période d'essai. Dans sa tête, elle y était, mais elle n'était pas dans le contrat. Donc c'était un petit peu embêtant. Et donc les salariés ont eu gain de cause. Et les salariés ont eu gain de cause, et ce qui fait que l'employeur a dû payer tous les salaires jusqu'à la fin du contrat à durée déterminée saisonnier. Et ça lui a coûté cher, puisque pour 2 jours de travail, pour l'un 3 000 €, pour l'autre 5 000 €. Oui, donc ça coûte cher. Alors les aspects pratiques encore, les horaires de travail, on évoquait les heures, c'est les heures légales de 35 heures ou ça peut déroger? Alors ce sont les heures légales de 35 heures, mais cela peut déroger si la convention collective prévoit des types de dérogations. Il est très important pour un salarié et pour un employeur, avant de conclure un contrat, de se référer à la convention collective applicable. Par exemple, la convention collective en général du secteur du tourisme. Voilà, du secteur du tourisme, vous avez l'agriculture, vous avez le tourisme, vous avez l'hôtellerie, vous avez la convention collective de la restauration, vous avez les conventions collectives du commerce d'habillement, enfin vous en avez énormément de conventions collectives. Et surtout, ces conventions collectives vont prévoir notamment des primes particulières. Vous avez des primes à la cueillette en matière d'agriculture qui ne vont pas exister évidemment quand on travaille dans un magasin de maillots de bain. Donc il faut vraiment faire très attention à cette convention collective, et évidemment le salarié pourra revendiquer des heures supplémentaires après 35 heures légales ou après le temps de travail légal mentionné dans la convention collective. D'accord. Et sur l'assurance chômage, est-ce qu'on y a droit sur ce type de contrat saisonnier? Alors, assurance chômage, il ne faut quand même pas rêver quand on est étudiant et qu'on travaille l'été pendant 1 mois. On ne va pas avoir droit au chômage. En revanche, si on est moniteur de ski l'hiver et moniteur de planche à voile l'été, et qu'il y a une durée assez longue sur l'année de période travaillée, le Pôle emploi va calculer une indemnisation de chômage qui ne va pas aller très loin, mais on peut être indemnisé. Quels sont les avantages et inconvénients de ce type de contrat pour l'employeur et le salarié? Alors pour l'employeur, c'est évidemment la flexibilité de l'emploi, puisque on n'est pas obligé de respecter, je ne dis pas respecter, mais les règles de rupture du contrat de travail, puisque le contrat de travail va se terminer au terme et à la date qui est indiquée dans le contrat à durée déterminée. Donc on ne sera pas obligé de mettre en place une procédure de licenciement, de mettre en place également une procédure de rupture conventionnelle. Tout ça, on n'a pas besoin. Ça va s'arrêter à un moment donné. Donc il y a une flexibilité, en plus de la main-d'œuvre pas chère, il faut l'avouer, dans l'agriculture quand même, on en abuse un petit peu. Donc c'est assez avantageux, et il n'y a pas de prime de précarité, ça c'est très avantageux pour les contrats saisonniers. Il n'y a pas de prime de précarité comme les CDD classiques. Voilà, CDD classiques. Les CDD, ils voient prime de précarité. Là, les contrats saisonniers, il n'y en a pas pour le contrat saisonnier, et non plus d'ailleurs pour les contrats d'usage, il n'y a pas de prime de précarité non plus. Les principaux pièges, vous les avez un peu évoqués, mais les principaux pièges à éviter? Alors à éviter, les principaux pièges, c'est cette fameuse période d'essai. Moi vraiment, je conseille aux employeurs de bien mentionner la période d'essai dans le contrat saisonnier. Et en plus de cela, il faut aussi vérifier la durée de la période d'essai, parce qu'évidemment, si vous avez un contrat saisonnier qui dure 2 mois, vous n'allez pas faire une période d'essai pendant 1 mois entier. Les conventions collectives prévoient les périodes d'essai, et il faut faire en sorte qu'elles soient de 2-3 jours. Ça s'évalue assez vite, enfin, un salarié est assez vite évalué. S'il ne fait pas l'affaire, s'il ne fait pas vendre des glaces, il est pas assez rapide, on le voit très vite. Passer la période d'essai, ce que vous disiez tout à l'heure, c'est fini, on n'est plus dans la légalité, si on licencie sans motif en tout cas. Voilà, et c'est-à-dire que là, il faudra, il y a des cas très particuliers, parce que c'est un contrat précaire, le contrat saisonnier, mais précaire, assez sécurisé pour le salarié, puisque il y a quelques cas particuliers où on peut rompre le contrat. Et pour l'employeur, il va être assez coincé, puisque il pourra rompre que pour faute grave ou encore pour force majeure.
Alors, force majeure. Force majeure, expliquez un petit peu. Alors, qu'est-ce que c'est? Il y a une tempête. Voilà, il y a une tempête, vous avez une petite cabane où vous vendez des maillots de bain, il y a une grande tempête et la petite cabane, eh ben, elle n'existe plus. On peut considérer que c'est un cas de force majeure. Mais c'est vraiment très rare les cas de force majeure. Et vous avez également l'accord des parties. C'est-à-dire que bon, le salarié et l'employeur disent bon, ok, on arrête. Et le dernier cas, c'est le cas où le salarié va trouver un contrat à durée indéterminée. C'est-à-dire que si pendant son contrat saisonnier, on trouve un vrai travail, entre guillemets, c'est-à-dire un contrat à durée indéterminée, là on peut partir. Oui, on peut partir, mais je pense qu'en pratique c'est assez rare. Parce que rare. Quand on travaille l'été sur la plage, généralement des jobs d'étudiants, où on ne cherche forcément pas ailleurs, donc ça c'est des cas vraiment très résiduels, à mon sens. Et on peut aussi se mettre d'accord, si jamais on est en conflit. Oui, on peut aussi se mettre d'accord. C'est peut-être la meilleure solution. Je pense que c'est la meilleure solution. Et imaginons, on ne se met pas d'accord, mon employeur a abusé par exemple, il me fait faire des heures supplémentaires, qui est un grand classique on va dire, dans les contrats saisonniers qui ne payent pas, il exagère. Bon, on va voir son avocat, ça c'est la première chose, et on engage des procédures. Comment ça se passe en fait? Quelle est la juridiction par exemple? Alors la juridiction compétente, c'est le conseil de prud'homme. Et lorsque vous n'êtes pas payé de vos salaires, ce qui arrive assez fréquemment en matière de travail saisonnier, vous avez la possibilité de saisir le conseil de prud'homme en urgence. Et dans les 15 jours, vous avez une date. Et à Bordeaux, le conseil de prud'homme se réunit en urgence et en référé tous les jeudis. Donc vous pourrez... Donc, chaque semaine, il y a une audience. Voilà, il y a une audience tous les jeudis. On peut saisir même en été, puisqu'il n'y a pas de vacations judiciaires pour les audiences en référé et en urgence. Mais attention, le référé, c'est vraiment pour des choses évidentes. J'ai pas été payé de mon salaire, je demande le prélèvement de mon salaire, j'ai pas été payé de mes heures supplémentaires et j'arrive à démontrer que j'ai fait des heures supplémentaires, ce qui est plus compliqué. Donc là, peut-être que la juridiction de référé dira, moi je suis pas compétent, c'est pas évident. Que risque l'employeur? Alors l'employeur, il risque de payer très cher. Donc en résumé, pour les contrats à durée déterminée, c'est l'exemple que je donnais tout à l'heure, vous avez quelquefois des salariés qui vont avoir peu travaillé et qui peuvent avoir une forte indemnisation, surtout avec ces questions de période d'essai qui ne sont pas mentionnées dans le contrat. Ou encore, vous avez aussi des personnes et des employeurs qui vont abuser du contrat à durée déterminée saisonnier. Ça peut être l'exemple du vendeur de pizza, enfin de l'employeur vendeur de pizza, qui va employer à l'année un vendeur de pizza, et alors qu'il est près de la plage, qui va considérer lui que c'est saisonnier. Donc là, il peut y avoir une requalification en contrat à durée indéterminée et des dommages et intérêts importants à payer. Alors ça peut être très, très important, et notamment c'est important aussi, les dommages et intérêts vont être importants lorsque le travail ne va pas être déclaré et les heures supplémentaires ne vont pas être déclarées. On a 6 mois de salaire brut d'indemnisation du salarié. Et là, vraiment, ça fait mal. Et si mon salarié ne fait pas bien son travail, on ne s'en est pas rendu compte pendant la période d'essai, mais la seule manière de le licencier, d'arrêter le contrat, c'est la faute grave? C'est la faute grave. C'est quoi la faute grave? Alors, c'est une faute qui est si importante que le salarié ne peut même pas faire son préavis. En fait, c'est ça la définition. C'est très rare, non? Et c'est très très rare parce que... on a des exemples de fautes graves qui sont admises. Il faut vraiment arriver ivre tous les matins à son travail, ne pas tenir debout et ne pas arriver à passer les assiettes quand on est serveur, ou encore quand on a piqué dans la caisse, mais une somme très importante, et qu'on s'est fait piquer aussi, c'est-à-dire qu'on nous a découvert, parce qu'il y en a peut-être qui volent et on ne le sait pas. Et la charge de la preuve repose sur l'employeur, donc ça signifie que l'employeur doit démontrer que cette faute grave est bien constituée. Et ça pose beaucoup de difficultés aux employeurs parce que souvent les autres collègues de travail ne veulent pas forcément témoigner contre un autre salarié. Et puis, à part, je vous dis, quand on vole une forte somme et qu'on a été pris la main dans le sac ou la main dans la caisse, là, c'est possible de licencier. Enfin, de mettre un terme au contrat à durée déterminée. Très bien. Mais merci beaucoup, Maître Michel Bauer, pour ce tour d'horizon complet du contrat saisonnier. Grâce à vous, on sait tout sur ce contrat. Et on va passer à toute autre chose avec un nouveau reportage.
On conduit bien davantage l'été, hein. Les risques d'infraction routière sont nombreux. Il y a le franchissement des feux rouges, l'utilisation du téléphone au volant, la conduite sous l'emprise de l'alcool et encore le plus courant, l'excès de vitesse. D'autant que de nouveaux radars ont été disposés le long des routes, il faut le savoir. Alors tout ce qu'il faut savoir sur l'excès de vitesse, eh bien les infractions, les PV, les radars, c'est Sandrine Mancipos qui vous le dit. Nombreux sont les automobilistes qui, en recevant un avis de contravention pour excès de vitesse à leur domicile, n'en croient pas leurs yeux. Où ai-je été pris en infraction? Je n'ai pourtant rien vu. Il ne me semblait pas que je roulais si vite, c'est impossible. Autant de réactions suscitées par l'étonnement. Si certains finissent par accepter l'évidence et à s'acquitter de l'amende, d'autres en revanche n'hésitent pas à la contester. Mais pour cela, mieux vaut connaître quelques principes de base. S'ils sont dans la contestation et sont étonnés, voire mécontents, ils ne peuvent pas avoir le réflexe de payer pour payer moins cher. Ils vont nécessairement payer moins cher s'ils le font tout de suite. Mais il faut qu'ils sachent qu'à ce moment-là, ils perdent tout droit à recours. Payer l'amende minorée, c'est reconnaître l'infraction et c'est ensuite à terme perdre les points qui correspondent à l'infraction qui est ainsi reconnue. S'ils ont le sentiment qu'ils peuvent contester après réflexion, il ne suffit pas de dire « je suis sûr de ne pas avoir commis cette infraction, rouler si vite », eh bien, il faut qu'ils vérifient s'ils ont une possibilité de contestation. De ce point de vue, l'affaire devient difficile et la consultation d'un professionnel me paraît propice à mieux étudier leur cas, y compris à renoncer. Car ce qu'ils ignorent la plupart du temps, même surtout quand ils sont mécontents et spontanément mécontents, c'est qu'en matière de contravention, les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire, et cette preuve contraire ne peut être rapportée que dans un cadre très précis, par des témoins, puisqu'il y a un pluriel au mot, donc au moins 2 personnes, ou par un écrit. Et cette preuve est souvent très difficile à rapporter. Il n'empêche qu'il peut y avoir des erreurs. On a souvent l'exemple de défauts de mention, d'erreurs qui concernent des imprécisions. Mais c'est vrai qu'il faut savoir aussi que la jurisprudence est devenue de plus en plus sévère. Par exemple, sur l'emploi des cinémomètres, beaucoup de décisions des juges du fond, des cours d'appel, sanctionnaient des procès-verbaux qui étaient dépourvus d'un certain nombre de mentions concernant la position de l'appareil, le réglage, l'angle. Peu à peu, la Chambre criminelle de la Cour de cassation, de manière assez décevante pour la défense, a considéré qu'il suffisait que soit mentionné au PV, au procès-verbal, la date d'homologation et celle de la vérification périodique. Si vous avez été flashé par un radar, il existe 2 cas de figure. Si le véhicule a été flashé par l'avant et que le conducteur est identifié, le moyen de contestation est rare. Il faut vérifier qu'il n'y a pas vice de procédure, ce qui là encore est rarissime. S'ils sont en revanche flashés par l'arrière, il faut savoir que la France, son législateur et le pouvoir réglementaire ont choisi de réprimer par la masse, le contrôle automatique et le contrôle de masse. Mais la personne flashée par l'arrière, qu'il s'agisse d'un excès de vitesse ou d'un feu rouge d'ailleurs, ne l'est que par l'arrière du véhicule. Donc le conducteur n'est pas interpellé et n'est pas identifié. Et à ce moment-là, ne soyons pas hypocrites, ce conducteur peut ne pas savoir qui conduisait ou peut même ne pas vouloir révéler que c'était lui. Et c'est une autre procédure qui va être possible. S'il paye tout de suite, ça veut dire qu'il reconnaît avoir été l'auteur de l'infraction et il va perdre à terme des points. Si en revanche, il ne sait pas qui conduisait ou prétend ne pas le savoir, certainement qu'il paiera plus cher un jour, mais il ne sera pas déclaré coupable de l'infraction, il sera considéré comme pécuniairement responsable du paiement de l'amende et il ne perdra pas les points. Automobilistes, pensez donc à lever le pied sur l'accélérateur et à garder un œil sur votre compteur de vitesse la prochaine fois que vous prendrez la route. Ouais, les avocats sont en colère, il faut le savoir. Pour finir, dans l'actualité judiciaire, c'est pas à cause des excès de vitesse, évidemment, c'est à cause de la réforme de l'aide juridictionnelle et de son financement. Il y a eu une manifestation très importante à Paris ces derniers jours et on va voir tout de suite une représentante du syndicat des avocats qui s'exprime sur le sujet. Une justice pour tous ne peut fonctionner qu'avec un système d'aide juridictionnelle et on constate le désengagement de l'État dans le financement de ce système d'aide juridictionnelle qui permet à chaque concitoyen de bénéficier des services d'un avocat gratuitement. En tout cas, l'avocat est indemnisé par l'État pour que ce justiciable puisse être défendu par un avocat et le désengagement de l'État nous inquiète. On a le sentiment que l'État veut une justice à 2 vitesses, une justice pour les riches qui auraient les moyens d'avoir un avocat et plus de justice du tout pour les pauvres qui n'auraient plus droit à un avocat à l'aide juridictionnelle.
Voilà, Maître Bauer, ça c'était à Bordeaux, hein, avant la grande manif de Paris, parce qu'il y a eu plusieurs manifestations et plusieurs grèves. Les avocats sont toujours en colère. D'ailleurs, vous arborez un petit badge qui le dit, justice en péril. Justice en péril, et j'arbore ce badge encore, puisque ce n'est pas terminé. Ce n'est pas terminé. Voilà, où en est-on alors aujourd'hui? Alors, où en est-on aujourd'hui? Il y a donc eu cette fameuse manifestation le 7 juillet à Paris. On était à peu près 6 000 avocats. Ça s'est jamais vu. Une première, oui. Une première. Des robes noires qui se sont promenés et puis qui ont manifesté leur mécontentement. Et ce n'est pas terminé puisque le président du Conseil national des barreaux, qui est qui rassemble tous les barreaux et qui est notre institution représentative, a rencontré un conseiller du Premier ministre qui a désigné un médiateur pour faire en sorte de discuter avec nous sur les modes de financement de l'aide juridictionnelle. Car c'est là où il y avait une difficulté, puisque l'aide juridictionnelle, c'est 340 millions d'euros seulement, puisque le budget de la justice, c'est 7 milliards d'euros. Pour permettre aux plus démunis de se payer un avocat. Voilà, exactement. Et si vous regardez, le budget de l'aide juridictionnelle est très peu par rapport au budget de la justice, qui est accordé à la justice. Donc, nous, avocats, on a donc manifesté notre mécontentement parce que ce budget de l'aide juridictionnelle n'a jamais été revalorisé et les plus démunis n'ont pas la possibilité d'avoir finalement un avocat et de choisir leur avocat, puisque il y a beaucoup d'avocats qui ne travaillent plus à l'aide juridictionnelle, parce qu'ils sont payés à peu près 40 € de l'heure, et encore pour certains dossiers ils sont payés 10 € de l'heure. Donc voilà comment... donc pour vous le combat continue, c'est à suivre. Oui, le combat continue. Et on en reparlera certainement. Merci beaucoup, Maître Michel Bauer. L'Esprit des lois se termine, on se retrouve désormais à la rentrée. Restez avec nous sur TV7.